Bonjour tout le monde. Bienvenue à la série de conférences en éthique de la santé, édition 2024. Je me nomme Eric Racine, je suis prof titulaire à l'Institut de recherche clinique de Montréal et à l'Université de Montréal et organisateur de cette série qui, cette année, porte sur la thématique de l'éthique et des cultures organisationnelles dans le milieu de la santé. Et jusqu'à maintenant, je vais faire un petit bilan, mais on a eu plusieurs présentations qui touchent à la fois à des cadres théoriques et des éléments conceptuels de l'éthique organisationnelle et aussi des exemples de projets et de pratiques interpellantes et novatrices en matière de culture d'éthique organisationnelle. Et donc, juste pour récapituler un petit peu, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Le 14 mars dernier, on a eu une présentation, en fait, de travaux de notre équipe. Donc, c'est un peu rare qu'on fait ça, mais on vous a présenté les résultats d'un projet qui porte sur la transition pédiatrique adulte, qui aborde un enjeu organisationnel. Et c'est un projet, comme on l'avait vu, qui vise à modeler les services et les soins en fonction des visions de bien-être des jeunes avec des maladies chroniques et de leurs familles. Donc, c'est un projet qui a pris une forme participative et qui mobilise les équipes à Sainte-Justine et des patients et des parents. Et ensuite, le 28 mars, on a accueilli Yves Boisvert de l'ENAP. Yves Boisvert est professeur en éthique et intégrité du service public et il a beaucoup élaboré sur les fondements de l'éthique organisationnelle, surtout d'un point de vue des sciences sociales et l'étude des comportements humains. Donc, c'était très intéressant de voir comment sa vision de l'éthique était, comme il le dit lui-même, très comportementaliste, axée sur l'observation des comportements et donc, ça, c'est notre dernière présentation. Vous avez vu aussi qu'on a dû annuler la présentation de Félix Pajot de l'Université Laval, pardon, qui devrait nous revenir probablement au mois de novembre dans la série pour conclure la série. Donc, on va vous tenir au courant. Et aussi, on avait des petits enjeux, des petits soucis techniques. Donc, les gens qui nous écoutent via notre canal YouTube, c'est possible que ça soit un peu plus compliqué aujourd'hui, étant donné un petit problème de serveur ici à l'IRCM, mais sur Zoom, tout devrait fonctionner. Donc, j'enchaîne pour présenter nos conférencières d'aujourd'hui. Donc, on a un duo de conférencières, Jacinthe Boisvert, qui est conseillère en recherche, pardon, pas en recherche, mais en ressources humaines, et adjointe au directeur des RH, communication affaires juridiques au CIS de la Montérégie-Est. Et aussi Anne-Valérie Fournier, qui est doctorante en psychologie du travail et des organisations, et aussi conseillère cadre en gestion de la santé organisationnelle dans le même CIS, donc travaillent ensemble. C'est bon, c'est parfait. Et leur thème va vraiment, ou leur conférence va aborder la santé globale et l'équilibre chez les travailleurs de la santé. C'est des choses dont on entend tellement parler ces jours-ci. Je pense qu'à chaque semaine, on entend parler de la santé, de nos professionnels de la santé dans le réseau. Et elles vont nous expliquer pourquoi c'est vraiment primordial dans le milieu de la santé de axer ou privilégier l'équilibre et le développement du personnel. Vous allez voir, je pense qu'elles vont nous expliquer comment elles ont mis en œuvre une approche de santé globale et une culture organisationnelle positive dans leur CIS. Donc, c'est du travail vraiment, comme on dit en anglais, cutting edge, novateur, qui va nous être présenté et qui est axé sur une approche de bienveillance qui touche à plusieurs aspects de la santé, oui, psychologique, mais aussi physique, intellectuelle et organisationnelle. Donc, je vais les laisser prendre la place, nous présenter aujourd'hui et comme d'habitude, je vais revenir à la fin de la session pour animer la période de discussion. Merci. Bonjour, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Hey, merci de vous être prêté au jeu. Je l'avais dit, c'est surprenant.
On vous présente nos 650 gestionnaires qui rentrent tous les matins pour œuvrer dans le réseau de la santé des sociaux. Non, c'est blague à part, c'est pas nos 650. Mais le lien qu'on faisait avec la psychologie du sport et l'entrée en scène, c'est vraiment que travailler dans le réseau, c'est vraiment un sport à temps complet. Tu sais, c'est exigeant, c'est prenant. Puis il faut qu'on ait du plaisir. On dit souvent là, que pour réussir, l'intensité et le plaisir doivent être à la même. L'intensité de notre travail doit être à la hauteur du plaisir qu'on va avoir. Donc, nous, on a décidé de placer le plaisir au cœur de notre approche de santé globale et de notre culture, d'être innovant, de sortir de la boîte. Je vais aller chercher mon chapeau. On a même poussé notre loc à dire que le plaisir, c'est pas juste une question de posture hiérarchique, c'est pas juste une question de rôle, c'est vraiment d'être capable de l'habiter dans son quotidien. Donc, on s'est dit, indépendamment de ce qu'on fait dans l'organisation, tout le monde a le droit d'avoir du plaisir, d'être bienveillant. Faut rire de soi, faut rire ensemble pour qu'on soit capable d'aligner nos comportements puis les ancrer dans du concret. Donc, c'est la petite intro qu'on voulait faire. Puis, on a même gagné un prix Excellence auprès du ministère pour notre approche de santé globale. Puis, on a gagné aussi un prix avec l'Institut d'administration publique pour ce qu'on a fait. Donc, on a posé avec le chapeau, le fameux chapeau qu'on a porté, bien, que j'ai porté à la Journée des cadres, avec même la ministre et le docteur Arruda qui était là, parce qu'on s'est dit, on a créé une histoire avec le chapeau. Quand on veut travailler la culture dans une organisation, il faut laisser des marqueurs, puis être capable de créer un fil conducteur dans le temps. Ça prend du temps de changer une culture. Et le chapeau fait partie de l'histoire maintenant, 16 à Montérégie-S. Les gens m'ont vu à la Journée des cadres, on avait les 650 dans la salle. C'est la première fois qu'ils me voyaient là, en live. Je suis montée sur la scène avec le chapeau. Après ça, j'étais toute l'année d'après à me faire demander Hey, on veut voir ton chapeau, on veut que tu le mettes tout le temps. Fait qu'on a créé vraiment une empreinte très forte autour du plaisir qui fait qu'ils ont le goût de rester. Puis c'est devenu comme un running gag interne de la santé globale. Pour nous, c'est synonyme aussi d'avoir du plaisir. Bref, voilà la petite intro. Je te laisse aller. Puis rapidement aussi, on offre des ateliers à l'interne où est-ce que pour nos gestionnaires qui sont déjà assez débordés, justement, qui n'ont pas nécessairement le temps toujours de lire, on offre des formations On a lu pour vous, où on prend différents écrits scientifiques, bien parfois pratiques, puis on les transforme en un atelier d'environ 1 heure. Puis dans le cadre de ces ateliers-là, on en avait une sur l'humour au travail. Puis il y avait une statistique qu'on avait retenue qui était assez forte par des chercheurs en neurosciences aux États-Unis, où il avait démontré qu'un enfant de 4 ans rit en moyenne 300 fois par jour, alors que ça va prendre 2 mois et demi pour un adulte d'âge moyen pour atteindre ce même chiffre-là. Donc, ça fait un peu peur. On se dit, je pense qu'il faut qu'on ramène un peu de plaisir dans tout ça. On sait qu'on travaille dans un milieu qui est lourd, on a des cas qui sont difficiles, on a des urgences constantes, mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir la légèreté au quotidien qui va venir balancer tout ça? Puis, il faut se dire aussi que pourquoi on en parle autant du plaisir, puis le lien qui est à faire aussi avec l'éthique, c'est qu'on est des travailleurs qui travaillons avec des humains. Donc, on doit prendre soin de nous, on doit être cohérent dans ce qu'on fait, on doit le transpirer, dans le fond, notre sens de l'humain. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment l'amener au cœur de notre culture puis de notre approche pour que ça fasse du sens. Donc, rapidement, en termes de du jour, on va vous présenter comment on a mis en place cette approche de santé globale au CISME, l'histoire au travers de tout ça, et par la suite également comment on peut se permettre d'aller plus loin dans le contexte justement de transformation du réseau actuel, puis comment on se permet également d'intégrer la recherche pour rester dans les bonnes pratiques, puis continuer également d'innover au niveau des pratiques en ressources humaines, la santé organisationnelle également. On avait un petit slide là, pour vous. Donc, malheureusement, à cause des enjeux techniques, on ne pourra pas montrer les résultats en live, mais pour les personnes également qui sont avec nous sur Zoom, on vous inviterait à nous joindre sur la plateforme slide pour un petit quiz en direct, donc soit en scannant le code QR ou bien en accédant au lien URL que je viens de transmettre dans le chat en ce moment même. Et vous allez voir, la première question, on vous demande sur une échelle de 1 à 5 d'indiquer dans quelle mesure vous sentez-vous en équilibre actuellement au travail. Donc, les résultats rentrent vite. On a une moyenne d'environ 4 sur 5 en ce moment, mais
quand même une belle distribution un peu partout là, sur 1 à 5. Donc, on a eu 21 personnes, 22 personnes qui continuent de répondre. Donc, résultat assez fort, 4 sur 5. Parfait, on va pouvoir bondir là-dessus tout à l'heure. On essaie de maintenir le au plus possible dans le haut de l'échelle. Et ici, en un ou deux mots, que représente l'équilibre pour vous? Donc, je ne vous définis pas exactement, mais pour vous, au travail, qu'est-ce que l'équilibre, ça représente en un ou deux mots? Vous avez le droit de dire Metallica. Sourire, santé. Pour ceux qui sont sur la plateforme, là, vous allez peut-être pouvoir voir le nuage de mots apparaître. Donc, écoute, flexibilité, effectivement, de plus en plus, les organisations sont appelées à miser sur la flexibilité, même à aller au niveau individuel pour offrir également là, du soutien au niveau des employés, famille, clim, validation, reconnaissance, toutes des thématiques là, qui vont pouvoir ressortir au travers de notre présentation aujourd'hui. Parfait. Ça continue de rentrer. Ça bouge très vite. Donc, les 20 thématiques, parfait. Et dernière petite question, on aimerait savoir également, selon vous, quel est le niveau d'importance de la recherche dans le domaine de la gestion des ressources humaines sur une échelle de 1 à 5. Là. Donc, soit pas du tout important à primordial. Donc, c'est un... sûr que je parle peut-être à des gens qui sont dans le domaine de la recherche, ça va sortir fort. Donc, une moyenne assez forte là, pour l'instant qui s'installe dans le 4,3 sur 5. C'est drôle parce qu'on le reconnaît de plus en plus, puis ça fait partie également des trends, si on peut dire, là, qui ressortent sur le marché, qui sont rapportés dans le domaine des ressources humaines. Par contre, si on regarde réellement la recherche qui se fait dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est davantage émergent. Ça ne fait pas très longtemps qu'il y en a, ou bien c'est des thématiques qui sont très changeantes avec le temps. Donc, quand on regarde une distribution un peu de c'était quoi les principales thématiques qui ont été abordées en recherche dans la gestion des ressources humaines au niveau de la santé organisationnelle, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait avant les années 2000. Par la suite, au niveau des années 2000, ce qui s'est installé, c'était beaucoup de la recherche sur comment on peut capitaliser justement sur notre capital humain, comment on peut davantage performer en utilisant l'humain chez nous, alors que de plus en plus aujourd'hui, on s'en va plus au niveau individuel. Donc, c'est pas autant comment les organisations peuvent mettre à profit l'humain, mais comment on peut justement davantage mettre le focus, l'accent sur l'humain, avoir l'environnement aussi là, qui va encourager le bon développement des individus au sein de leur organisation. Donc, je vous ramène à la présentation. Ah, c'est bon. Ben, dans le fond, ce qui nous a amené au CIS de la Montérégie à réfléchir à l'approche de santé globale, c'est qu'on a constaté une hausse des invalidités, entre autres chez nos gestionnaires, mais chez l'ensemble de nos employés. Puis, on s'est posé la question après, ben, comment on peut renverser la vapeur plutôt que de continuer à encourager des comportements, ben, pas encourager, mais de moins agir sur des comportements qui mettent en lumière plus l'invalidité. Bref, donc on s'est dit qu'il y avait un virage qui était nécessaire. On a fait une intervention d'impact auprès de nos dirigeants. On a calculé qu'on avait l'équivalent de 47 autobus jaunes par jour d'absents. Donc, des gens qui étaient soit en invalidité, soit qui quittaient l'organisation pour d'autres emplois. Donc, ça choque un peu hein, quand on regarde ça, 47 autobus jaunes par jour d'employés qui ne sont pas disponibles pour travailler, qui ne sont pas là pour donner des soins. Ça frappe l'imaginaire. Puis c'est un peu une façon, quand on parle comment on veut transformer une culture, il faut aller chercher de l'impact. Il faut aller chercher l'engagement des dirigeants. Puis une des façons, ben, c'est de donner des données probantes qui sont issues de la recherche, mais issues aussi de l'organisation même pour faire émerger des constats et des faits saillants. Ça en était un premier. Puis, au travers de tout ça, le modèle qui a été développé au sein de notre organisation pour miser sur la santé globale des individus, c'est d'inclure ces 4 facettes-là que vous voyez à l'écran. Donc, oui, il y a la santé physique, la santé psychologique, qu'on retrouve peut-être plus communément là, de plus en plus dans les organisations qui mettent sur pied des initiatives. Puis, nous, on pousse un peu ça plus loin davantage avec le volet santé intellectuelle également. Donc, quand on veut miser sur la rétention, sur le bien-être, le développement du personnel, bien, il y a aussi tout le volet de leur propre gestion de carrière. Quelles compétences est-ce qu'ils souhaitent développer, que ce soit au niveau professionnel, mais même individuel? Comment on peut soutenir ça également?
On le voit généralement également là, dans les études qui sont faites là, sur le marché que les gens n'ont pas nécessairement tendance à regarder au sein de leur même organisation quand ils souhaitent changer d'emploi rapidement, ils vont se retourner vers ailleurs, vers l'externe. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas mettre un service à l'interne justement pour miser sur la rétention? Donc, on a tellement une grande organisation avec au-dessus de 16 000 employés. Il y a vraiment différents types d'emplois, même de carrières que les gens peuvent avoir chez nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les soutenir davantage à ce niveau-là? Donc, tout ça est vraiment intégré même dans nos pratiques de gestion au niveau de l'expérience en milieu de travail. Si on avait une petite vidéo, mais on va la sauter plus rapidement. Vous allez voir, le contenu là, va se retrouver un peu plus tard dans la présentation. Donc, ce qui fait que c'est quoi les forces de notre approche? Bien, d'abord, on se donne des actions simples et concrètes. On va pouvoir vous en présenter quelques-unes tout à l'heure, mais vraiment, au niveau organisationnel, qu'est-ce qu'on a mis en place pour venir soutenir la santé globale de nos employés? Donc, on veut aller même au-delà d'en parler, de légitimer, de sensibiliser. On veut vraiment mettre des actions concrètes en place, mais c'est également pour légitimer les conversations. Donc, on sait qu'on est dans un domaine où est-ce que ça bouge vite, qu'il y a des urgences, la charge de travail est vraiment élevée, particulièrement pour nos cadres, mais également pour tout notre personnel. Donc, comment est-ce qu'on peut au moins se légitimer à avoir ces conversations-là avec notre supérieur immédiat, voir est-ce qu'on ne peut pas prioriser, est-ce qu'il y a des éléments au niveau de la recherche qu'on pourrait venir diminuer, même déléguer aussi. Donc, que ça fasse partie de notre culture de pouvoir en parler simplement, ça, c'est un gros pas vers l'avant. Se permettre également d'être en prévention. Donc, pas seulement avoir rattraper là, les gens qui doivent partir malheureusement en invalidité, mais également être en prévention. Donc, comment est-ce qu'on peut agir en amont pour venir soutenir là, la santé globale de toutes nos équipes? Donc, au niveau des objectifs, c'est vraiment l'impact positif au niveau de l'expérience employée, mais également venir se positionner comme employeur de choix. Donc, comme on en a déjà mentionné, les 3 principes directeurs de notre approche, c'est vraiment le plaisir au travail, comme Jacinthe l'a si bien positionné en début de présentation. Garder ça simple aussi. On est souvent dans des modes où est-ce qu'on veut optimiser le plus possible, mais des fois, c'est juste de rendre ça simple. Même des processus à l'interne, parfois certains documents à remplir administratifs, mais qu'est-ce qu'on peut enlever pour diminuer la charge de travail au lieu d'essayer de venir optimiser puis de toujours rajouter des formes de soutien? Qu'est-ce qu'on ne peut pas venir retirer à la place? De se permettre d'être en prévention, comme je l'ai mentionné. Ensuite, un élément qui était super primordial également chez nous, c'était tout ce qui est la cascade positive. Donc, on ne peut pas encourager ce type de culture-là et de pratique au sein d'une organisation si on n'a pas le soutien de la haute direction. Donc, pour nous, il fallait vraiment que ça parte de là et en espérant avoir une cascade positive justement jusqu'au niveau des patients, des usagers, usagères également. Donc, par exemple, au niveau de la direction, on a même obtenu l'engagement de la haute direction. Donc, ça avait été fait initialement quand les premières démarches ont été faites en 2018. Mais on a également renouvelé cet engagement-là, même à l'automne dernier, parce qu'en comité de direction, avec la totalité des directeurs et directrices, même notre PDG, notre PDGA, on leur a fait signer la charte d'engagement envers la santé globale, où est-ce qu'ils s'engagent à continuer à mettre de l'avant nos bonnes pratiques organisationnelles. Vous avez justement une photo ici d'ailleurs de notre PDGA, Marie Zébert, là, qui est en train de la signer. Et notre PDG, on a profité même à ce moment-là également pour passer des petits messages. Là. On a une plage sans rencontre sur l'heure du dîner de 12h30 à 13h, où est-ce qu'on encourage les gens à se déconnecter, prendre une pause, vraiment prendre le temps de dîner, aller marcher s'il faut. On est conscient que ce n'est pas nécessairement possible tous les jours. Il y a des fois des petites urgences qui s'imbriquent dans l'horaire. C'est souvent ces moments-là qui viennent glisser en premier. Mais même notre PDG l'avait dit, pour ceux et celles, mes petits délinquants qui me textent, qui m'envoient des messages entre 12h30 et 13h, bien, sachez que je vous répondrai seulement à 13h. Vous vous reconnaissez. Donc, quand on a justement la haute direction qui passe ce type de message-là, ça légitimise tout le monde et ça vient vraiment leur renforcer notre approche davantage. Par la suite, au niveau des gestionnaires également, ça a été le premier groupe qui a été visé par certaines des initiatives qui ont été mises à l'interne, par exemple la formation obligatoire sur le leadership santé pour tous nos gestionnaires qui doivent suivre. Donc, et dans le cadre de cette formation-là, ce n'est pas juste d'apprendre à comment les autres ils peuvent soutenir la santé globale, les clims de leurs employés, mais c'est également même pour eux-mêmes en premier, qui puissent montrer l'exemple et d'avoir un gestionnaire équilibré, mais on espère que ça va avoir des répercussions positives là, sur les employés et ultimement là, les patients, usagers, usagères également. Pour les défis. OK. Dans les défis qu'on a rencontrés dans l'ancrage un peu de cette approche dans notre culture, on faisait face là, au siège de la Montérégie puis dans le réseau. C'est comme ça en général. Là,
à une culture du nombre d'heures. Plus on fait d'heures, plus on est performant, plus on est un bon gestionnaire, plus on doit livrer des dossiers, livrer des projets. Donc, on était dans une culture où c'était quand même relativement bien vu, c'est-à-dire qu'on fait 45 heures, 50 heures, 55 heures, voire on est un super gestionnaire exceptionnel. Nous, on leur a dit, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça comme ça. C'est pas vrai qu'on peut maintenir ce rythme-là sur une longue période. Donc, on a fait face aussi au fait que certaines équipes ne croyaient pas qu'on allait réussir à faire ce virage culturel-là. Tellement fort que quand moi, je suis arrivée en 2021 pour mon premier poste, qui était conseillère cadre, qui est maintenant Anne-Valérie, les gens, on faisait des paris sur le temps que j'allais durer dans le réseau sur mon poste. Ah, Jacinthe, apporte un chapeau à l'approche de santé globale, mais c'est un vœu pieux, on parle des deux côtés de la bouche, on n'y arrivera pas. J'entendais toutes sortes d'affaires. Puis, ils me disaient, dans 3 mois, elle ne sera plus là, elle ne croira plus elle-même. Donc, ça a été quand même un défi de renverser ce discours-là quand même, où les gens y croient sans y croire, avec des actions concrètes, puis vraiment des résultats là, qui devaient arriver très rapidement pour démontrer qu'on était capable de le faire, ce virage-là. Ensuite, un autre des défis qu'on avait, vous savez, on a une réalité, nous, de 24/7. On a des services en continu. Fait que quand on parle de déconnexion, pas de courriel après 18 heures, oui, mais encore, on a des équipes de soir et de nuit. Même chose pour tout ce qui est l'équité, égalité. Il y a des gens qui pouvaient être à distance, d'autres qui devaient être en présence. On ne peut pas demander à un chef d'unité de ne pas être sur son unité pour appuyer, accompagner, soutenir, être en gestion de proximité avec ses équipes. Donc, il a fallu qu'on prenne le temps de distinguer, dans le fond, pour chaque mission de notre établissement, qu'est-ce qui était à l'égard de qu'est-ce qui était plus dans l'équité, qu'est-ce qui était plus dans l'égalité, comment on allait adapter nos actions, nos mesures à la réalité 24/7. C'est vrai que des fois, pour des secteurs administratifs, c'est plus réaliste. Par exemple, de faire une déconnexion après 18 heures ou d'aménager son horaire pour qu'on puisse travailler, avoir du temps de réflexion stratégique, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans les missions cliniques. Donc, il a fallu prendre le temps de rencontrer chaque mission pour trouver des actions qui allaient être à leur pointure, qui puissent vraiment y trouver leur compte aussi dans cette approche-là. Fait qu'on est allé avec des quick wins pour chaque secteur, puis on a gardé un volet transversal quand même pour une cohérence organisationnelle. On avait aussi une grande différence avec les autres CCSUS. On est un des premiers à avoir été aussi avant-gardiste. Je vous donne un exemple très concret. Là, on commence nos rencontres à S5. Parce qu'on s'est dit, c'est pas vrai qu'on commence une rencontre pour on va dire, excusez, il faut aller à la salle de bain ou chercher un verre d'eau. Donc, on se laissait à 5 minutes de décalage. Nos rencontres débutent toutes à 13h05, 12h30, ben pas 12h35, c'est pas vrai, 13h05, 14h35, alors que tout le réseau nous book à l'heure pile, à 30. Fait qu'on arrive pratiquement 5 minutes en retard la plupart du temps à nos rencontres. Mais tranquillement, les gens savent maintenant qu'au sein de la Montérégiesse, nous, ça fait partie de nos mœurs et coutumes de commencer les rencontres à S5. Fait qu'ils attendent. Puis on se pointe, nous, à S5, puis ça va bien. Ensuite, on a aussi beaucoup de redditions de comptes avec le ministère qui arrivent à toute heure, pas toute heure, mais à tout moment de la semaine. On a des obligations, hein, quand même une population qui regarde une pression politique, une pression de la population sur nos obligations, puis avec raison. Ce qui fait que parfois, on a des commandes qui nous arrivent le samedi ou le dimanche, puis nous, on favorise vraiment des temps de déconnexion que les gens puissent se reposer puis prendre du temps en famille. Donc, on a des enjeux comme ça, quand même une pression externe qui venait être un frein un peu à notre virage culturel qu'on voulait faire. On avait aussi des enjeux de capacité. Les gens, quand on arrive avec des ateliers, ça ne rentre pas dans l'agenda, ils n'ont pas le temps de faire ça, ce n'est pas une priorité. Donc, il a fallu vraiment s'ajuster à partir de leur réalité terrain pour pouvoir la faire vivre puis l'ancrer, notre approche de santé globale pour cultiver l'espoir, dans le fond. Puis au travers de ça, comment on y est arrivé? Bien, il y a plusieurs mesures vraiment très concrètes qui sont venues être intégrées directement au travers de comment l'organisation fonctionne. Jacinthe en a mentionné quelques-uns d'ailleurs, la déconnexion entre 18h à 6h. Donc, nous, il n'y a aucune communication qui se fait de 18h à 6h du matin. Donc, c'est sûr que ça vise plus facilement là, les équipes qui
sont davantage en soutien, une direction de soutien. Mais même au niveau clinique, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre cette mesure-là puis l'appliquer à leur contexte également? Si par exemple, on a des médecins qui sont de garde la nuit, est-ce qu'ils sont obligés de se sentir justement obligés de répondre à leur courriel pendant la journée alors qu'ils devraient être en train de dormir? Non, mais c'est d'essayer de vraiment de transmettre cette manière de fonctionner-là en dehors de nos heures de travail habituelles, on se déconnecte puis on se permet vraiment que notre tête pense à autre chose pour aller diminuer de la charge mentale qui est liée à ça. On voit que c'est encore un défi. On a certaines, justement, unités, certains services où est-ce qu'on a des gestionnaires qui reçoivent encore des appels, par exemple, le soir, quand il y a des employés qui ne peuvent pas se présenter. Donc, on continue de travailler à ce niveau-là, mais somme toute, c'est assez bien répandu, la déconnexion. Avant, c'était pas rare de voir passer des courriels très tard le soir. Ou même, on se valorise à ça. On voit quelqu'un qui travaille à 10 heures le soir. Wow, cette personne-là ne travaille pas, elle n'arrête pas. Mais aujourd'hui, on se permet même de se donner des petites contraventions amicales, puis les gens se sentent mal maintenant quand ils envoient des courriels le soir. À cette heure, on est connecté de tous bords, de tous côtés sur nos cellulaires. On a nos courriels professionnels, on a Teams sur nos cellulaires. Donc, si vous êtes à la maison en train de préparer votre souper, en train de faire une activité personnelle, vous êtes avec votre famille, vos amis, quand on voit des courriels rentrer avec des projets, un rappel pour le lendemain, quelqu'un qui veut juste nous envoyer une information qui souvent n'est pas urgente quand ça rentre par courriel, bien, ça nous ramène tout le temps dans le tourbillon du quotidien. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ces périodes-là complètement déconnectées où est-ce qu'on se dit, s'il y a réellement une urgence, quelque chose qu'on ne peut pas manquer, on a votre numéro de téléphone, on va vous appeler, c'est quelque chose d'immanquable. On a également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, des plages sans rencontre, puis c'est même directement à l'agenda inscrit par notre PDG. Donc, ce que vous voyez en rouge à l'écran, de 12h30 à 13h, notre PDG envoie une invitation à tous nos gestionnaires. L'agenda est complètement bloqué pour essayer d'empêcher les rencontres. Encore une fois, des messages à travailler. Parfois, on continue de mettre des efforts là-dessus parce que des fois, bon, on sait que notre collègue est disponible. Réellement, c'est une plage qu'on a tout en commun de bloquer, mais on continue de travailler positivement là-dessus. Également, le vendredi après-midi, complètement bloqué pour pas qu'il y ait de rencontres également. Donc, on encourage la gestion de proximité pour que les gestionnaires puissent être présents sur le terrain ou avec leurs équipes, soit pour clore la semaine qui vient de se terminer ou pour préparer, par exemple, les chiffres qui vont être là pendant le week-end. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir, par exemple, un suivi de projet, des rencontres qui ne sont pas nécessairement urgentes. Un vendredi à 15 heures, on veut vraiment que les gestionnaires puissent clore leur semaine puis être présents avec leurs équipes là, si jamais il y a des besoins ou pour les aider justement à préparer le week-end. On continue également d'encourager l'aménagement de temps de travail. Comme je parlais tout à l'heure, on le voit de plus en plus, ça fait partie des tendances aujourd'hui en gestion des ressources humaines, de la flexibilité, tout ce qui est au niveau de l'individualité, de plus en plus des employés, du personnel. Donc, comment est-ce que les gens peuvent avoir cette flexibilité-là dans leurs horaires, dans un milieu qui est assez très bureaucratique dans le réseau de la santé. Donc, de plus en plus, on encourage que ce soit au niveau de même de certains équipes non syndiquées ou même d'un personnel d'encadrement, comment on ne peut pas emmener certaines flexibilités à l'horaire. Initialement, on avait essayé un projet pilote d'un horaire condensé d'heures de travail sur certaines journées pour se permettre d'avoir des périodes non travaillées, mais on se rend compte que vraiment, ce qui est de mise, c'est davantage la flexibilité au travail. On a des gestionnaires qui disent, bien, moi, j'ai eu la discussion avec mon supérieur, puis pour moi, mon aménagement de temps de travail, c'est de pouvoir rentrer tous les jeudis à 10 heures parce que le matin, le jeudi à 9 heures, j'ai telle activité sportive que je fais avec un groupe d'amis. Ça me fait du bien, puis c'est ça qui me maintient en équilibre. Donc, on encourage seulement d'avoir des conversations ouvertes avec leur supérieur immédiat, de pouvoir aménager leur travail comme ils le désirent. Puis en même temps, c'est vraiment bénéfique également peu importe c'est quoi les situations personnelles que les personnes pourraient vivre, que ce soit des jeunes parents, on a également des employés du personnel qui sont proches aidants, qui doivent assister à des rendez-vous, parfois aider leurs proches. Donc, comment est-ce que l'organisation peut venir soutenir ce genre de pratique-là? Bien, ça, c'en est une qu'on tente de faire vivre. Également, et d'avoir de plus en plus également des plages de travail réservées à l'agenda pour du temps blanc, où est-ce que quand on a un horaire où est-ce qu'on a des rencontres back-à-back toute la journée, bien, tout ce qui est notre volet plus opérationnel, les tâches qu'on doit compléter quand on sort d'une rencontre, souvent on ressort avec des petits devoirs à faire. Mais si on n'a pas de temps dans notre journée parce qu'on est en rencontre consécutive toute la journée, ça ne se fera jamais. Puis c'est là que ça déborde souvent. Donc, on encourage également les gens à se bloquer là, des plages de travail à leur agenda où est-ce qu'il n'y aura pas de rencontre également déjà prévues. On vous présente rapidement, on a plusieurs aides-mémoires, des outils vraiment concrets qui ont été faits à l'interne. D'ailleurs, ici, là, vous voyez à l'écran l'aide-mémoire qui a été faite pour le leadership santé, donc qui est distribué à la totalité de nos gestionnaires, qui rappelle nos bonnes pratiques, que ce soit d'avoir une rigueur sur le respect de l'agenda de nos collègues, les rencontres qui débutent à E5 ou E35, les plages en rencontre également.
Puis on a même un cas de vacances aussi qui, encore une fois, je crois bien qu'on est les seuls dans le réseau de la santé et des services sociaux à avoir une pratique comme ça qui est, encore une fois, répandue dans notre organisation où on encourage certaines bonnes pratiques, par exemple, de complètement se déconnecter quand on est en vacances, retirer une notification. Mais ce qui nous démarque, c'est que la journée avant les vacances et au retour, on demande aux gens de complètement bloquer leur agenda pour pouvoir leur permettre justement de bien déconnecter en vacances. Donc, si par exemple, une personne quitte pour 2 semaines en vacances, puis ses vacances débutent le lundi, bien, le vendredi précédent, on va avoir dit à la personne, en même temps que tu as mis tes vacances à ton agenda, bien, tu bloques le vendredi précédent, comme ça, tu vas pouvoir clore tes dossiers, tu n'auras pas nécessairement de nouveau suivi qui va s'ajouter à ta charge de travail, tu n'auras pas non plus de suivi de projet à faire la veille de partir. Puis au retour, on sait commencer, hein, au retour des vacances, on a les blues un peu le dimanche soir, on se reconnaît, qu'on voit toutes les courriels qui sont rentrés pendant notre absence. On a des gens qui avaient bien hâte qu'on revienne, qui nous ont mis des rencontres à 8 heures le matin, donc qui nous attendent impatiemment. Donc, pour éviter ça, on recommande justement aux gens de bloquer même la journée au retour. Comme ça, ben, les gens ne sont pas forcés de justement faire reprendre leur dossier, d'essayer de reprendre au niveau où est-ce qu'ils étaient avant même de recommencer à travailler. Ils ont cette journée-là au retour où est-ce que la personne qui les couvrait pendant les vacances continue de couvrir cette journée-là. Puis, ils peuvent justement reprendre leur dossier un peu sur leur dossier. Puis, ça permet aussi de reprendre contact, surtout pour les gestionnaires, avec leurs équipes de manière plus informelle, se remettre dans les dossiers, puis tranquillement, là, se remettre dans le beat. On sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça qu'on arrive là, sur notre beat de vacances, peut-être un peu plus mollo. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre approche, quand on parle de la déconnexion puis des vacances, on a sensibilisé beaucoup nos gestionnaires à prendre soin d'eux, mais prendre soin de leurs collègues. Tu sais, ça arrive quand même souvent qu'avant de partir en vacances, c'est là qu'on pousse nos suivis, qu'on essaie vraiment pour que ça avance. Mais pendant ce temps-là, la personne qui reçoit la demande ou la commande ou le suivi à faire, elle n'a pas la personne pour prendre l'information. Fait que ça met une pression supplémentaire sur les équipes. Fait qu'on a dit la dernière journée, essayez d'être bienveillant autant pour vous que pour vos collègues. Vous pouvez boucler certains dossiers, mais vous ne lancez pas des suivis dans le système pour que ça roule en votre absence, hein, en disant que ça se peut que vos collègues n'aient pas la réponse puis qu'il soit pris lui aussi à couvrir 2, 3 personnes pendant leurs vacances en même temps. Fait qu'on a amené cette sensibilisation-là à nos gestionnaires de manière, une petite coche plus loin. Même chose pour la déconnexion. On n'est pas venu monitorer ou contrôler le nombre d'heures travaillées, mais on leur a dit, dérangez pas la déconnexion des autres. Ça se peut que toi, un soir, tu aies besoin de travailler quand même pour avancer tes dossiers. Dérange pas ton collègue. Fait qu'on leur dit, il faut que tu prennes soin de toi, mais que tu sois bienveillant envers tes collaborateurs aussi. Fait que c'est un peu le sens de l'approche quand on disait qu'on veut prendre soin des humains parce qu'on est des humains, ben c'est autant pour soi que pour les collègues. Fait que ça a amené une solidarité autour de l'approche quand même, puis une conscience collective qui est drôlement intéressante puis qui est vraiment puissante quand on veut apporter des changements après parce qu'ils pensent à soi puis ils pensent à leurs collègues. Même chose quand on démarre des projets. Fait que les retombées de notre approche sont autant concrètes pour eux dans leur propre bien-être qu'on le voit dans notre façon qu'on performe à travers d'autres dossiers qui sont plus stratégiques. On voit cet esprit de solidarité-là quand même sur lesquels on peut comme trouver. On a trouvé un levier supplémentaire dans le fond à travers notre approche de santé globale. On pourrait vous en parler pendant plusieurs heures, je pense, des actions concrètes qui ont été mises en place au niveau organisationnel, mais on voudrait juste vous en remettre quelques-unes à l'écran, comme la formation obligatoire que je vous nommais tout à l'heure, que tous les nouveaux gestionnaires, que ce soit une promotion interne ou quelqu'un provenant de l'externe, qui doivent suivre sur le leadership santé. Pendant la pandémie, on a également eu plusieurs médecins qui ont levé la main là, au niveau de la détresse. On sait que par contre, étant des travailleurs autonomes, ils n'ont pas nécessairement accès des fois aux mêmes ressources, au même soutien, aux mêmes pratiques organisationnelles que notre personnel aurait accès à. Donc, on est en train de développer justement, de mettre sur pied un projet de comment est-ce qu'on peut venir soutenir la santé globale de nos médecins, leur équilibre également. C'est sûr que ce n'est pas simple, mais on veut pouvoir justement mettre un filet de sécurité pour leur fournir des outils à eux également. Par contre, quand on a ce type de conversation-là, peu importe c'est quoi le groupe visé, il y a tout le volet aussi des obligations professionnelles qui entrent en compte, ça aussi peut être un enjeu. Donc, oui, on va encourager les gens à être en équilibre, à prendre soin d'eux, à complètement se déconnecter, mais ils ont également des obligations professionnelles qui sont rattachées à ça. Donc, ça peut porter aussi des enjeux éthiques. Mais si moi, je déconnecte
complètement? Est-ce que ça fait que je vais avoir moins de patients? Donc, les gens attendent plus longtemps. Donc, il y a tout ça aussi au niveau qui est un peu dichotomique, là, qui continue là, d'être réfléchi au niveau de l'organisation. Donc, on continue d'encourager les bonnes pratiques dans cette vision-là en espérant que ça allait, cette cascade positive-là, mais c'est sûr que ça fait partie des enjeux quand même qui sont soulevés au travers de tout ça. Donc, oui, on envoie les bons messages, on a des pratiques organisationnelles qui encadrent le tout. On a la haute direction également qui partage ces messages-là, qui l'encourage. Par contre, ce qu'on entend au niveau clinique, même sur le plancher, c'est que parfois, ça devient difficile et ça semble même comme être deux messages dichotomiques parce que la pression sur le plancher, la charge de travail, la quantité de gens à qui on doit venir en soutien dans la population est énorme. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas au travers de tout ça. On a travaillé également la collaboration avec nos partenaires d'affaires en ressources humaines. Donc, comment est-ce qu'on peut davantage démocratiser la santé globale? La santé globale, ce n'est pas juste une affaire des RH ou de nous qui la fait vivre. Donc, on veut vraiment que ça fasse partie des pratiques. Donc, les gestionnaires, ils peuvent faire vivre la santé globale dans leurs équipes pour eux-mêmes, mais également pour leurs équipes. Donc, toute la notion de responsabilité partagée aussi, qu'est-ce qui relève des organisations de l'employeur, du gestionnaire, mais également même des employés eux-mêmes au travers de leur propre santé globale. C'est des discussions en cours également. Toute la déconstruction du nombre d'heures, comme Jacinthe mentionnait, qu'on ne veut pas encourager cette notion-là, en fait, là, que le nombre d'heures travaillées est un déterminant de la performance. Il y a vraiment d'autres moyens d'aller évaluer la qualité du travail vraiment au-delà là, du nombre d'heures travaillées. On a également plusieurs formes de soutien interne pour nos employés gestionnaires à l'interne. On ne les couvrira pas toutes aujourd'hui parce que par manque de temps, mais on a même du coaching de déséquilibre également qui est disponible en individuel confidentiel pour nos gestionnaires. On a plusieurs ressources également internes même qui sont disponibles pour faire des activités de santé physique, santé même psychologique également pour notre personnel. Donc, de plus en plus, on a de plus en plus de ressources à l'interne pour venir soutenir notre personnel. Merci. La cerise sur le Sunday, je dirais, c'est qu'on s'est posé la question, là, on tombe dans ma zone de confort, là, vous allez le voir un peu plus, là. On s'est posé la question comment on pouvait aller plus loin encore dans notre transformation. Puis on s'est dit, on n'a pas le temps, tu sais, Anne-Valérie le nommait tantôt, la charge de travail est colossale pour tout le monde. On n'a pas le temps d'essayer des actions, puis de tout. Ben, oui, on peut se tromper, mais en même temps, on n'a comme pas le temps de faire plusieurs essais-erreurs dans notre quotidien. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on mette plus en lumière le volet de recherche et d'innovation en ressources humaines pour être capable de prendre des actions qui sont basées sur des données probantes. On doit choisir ce qu'on doit faire puis entrer dans le système parce qu'on veut simplifier, on ne veut pas optimiser. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on ajoute puis qu'est-ce qu'on retire à chaque fois. Fait qu'on veut s'assurer que ce qu'on fait comme action ou comme pratique qu'on veut intégrer, ben, il y a des données qui peuvent appuyer que c'est vraiment la meilleure pratique, je vais dire au monde, qui est offerte en ressources humaines pour qu'on soit capable d'avoir le focus à la bonne place. Donc, on est rendu là dans notre établissement à vouloir intégrer un peu plus activement le volet recherche-innovation dans nos ressources humaines. On rencontre quand même des défis, là, je l'ai nommé tantôt. La gestion du temps, c'est quelque chose dans le réseau de la santé. Tout va vite. C'est comme de danser dans le réseau. C'est vite, vite, lent, vite, vite, lent. Donc, il faut s'habituer à cette vitesse-là puis à ce rythme-là, autant au niveau de la recherche que dans nos pratiques terrain qu'on veut intégrer. On a beaucoup de changements. On n'a pas le temps de les boucler. Si on apprend à l'école des modèles de gestion du changement, on doit prendre le temps de boucler, faire toutes les étapes que les gens s'approprient. En réalité, nous, on a plusieurs changements à vivre en même temps. Donc, on a ce contexte-là. On veut aussi maintenir notre marque distinctive sur le marché. Si la Montérégie, quand même, se démarque beaucoup en matière de ressources humaines. Donc, on s'est dit, on ne peut pas juste continuer, il faut aller encore plus loin dans ce qu'on veut proposer puis influencer le réseau. Parce qu'on parle d'influencer nos acteurs à l'interne, nos parties prenantes, mais nous, on veut vraiment se mettre comme un propulseur, dans le fond, des initiatives santé dans le réseau de la santé et des services sociaux. On veut continuer de développer tout ce qui est le leadership de nos gestionnaires et sortir de la boîte. Parce que ce qui fait qu'on réussit à sortir, moi, je dis toujours, la force des ressources humaines, c'est d'avoir un pied dans le chaudron de grenouille puis un pied en dehors du chaudron de grenouille pour s'assurer qu'on reste dans les meilleures pratiques, mais qu'en même temps, on est tout à fait conscient de la réalité terrain que nos gens vivent, mais les amener dans ces pratiques-là. Donc, c'est les défis qu'on rencontre là, dans l'implantation un peu plus, dans le fond, dans l'ancrage un peu plus de la recherche.
Ce qu'on s'est donné comme orientation, on a fait une planification au niveau de la direction des ressources humaines. On a 3 axes distinctifs qui vont nous permettre de se propulser comme employeur. On a tout ce qui est l'expérience employée. On a le partenariat, l'accompagnement, la gestion de proximité, puis nos pratiques d'attraction qu'on veut qu'ils soient davantage innovantes. Donc, tous nos projets de recherche qu'on veut, dans le fond, intégrer ou qu'on veut encourager ou favoriser, s'inscrivent dans ces 3 axes-là pour s'assurer qu'on prend les meilleures actions et les meilleures décisions dans notre plan stratégique. Donc, nous, on fait vivre la recherche à un niveau stratégique, pas juste à un niveau terrain et pratico-pratique. On amène à influencer les décideurs de notre direction pour être capable d'aller plus loin. Ce qui fait qu'on a même en place des chercheurs qui travaillent sur des projets. On a, entre autres, 2 chercheurs en ce moment, 2 doctorants, qui sont en nous monter une formation sur l'éthique en ressources humaines. Ce n'est pas tous les professionnels, je disais tantôt, on est 140, 180 professionnels aux ressources humaines au CIUS à Montérégie-Est. Ce n'est pas tout le monde qui est membre d'un autre professionnel. Donc, on a souvent des enjeux éthiques. Qu'est-ce qui est de la confidentialité? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand est-ce qu'on est en conflit de rôle? Ou il peut y avoir plusieurs questions. Donc, nous, on est à monter une formation sur mesure pour nos professionnels et nos équipes. Puis là-dedans, on va intégrer justement nos priorités, nos enjeux, nos obligations, bien sûr, mais aussi toute notre ambition en termes de recherche et innovation où on veut aller. Fait qu'on va les sensibiliser puis les amener là-dedans. On a une priorité qui est au niveau de l'équité, diversité, inclusion. Assurément que ça va faire partie de notre formation sur l'éthique pour nos professionnels. Donc, on est en train de se développer ça, puis de développer un parcours d'accueil pour nos professionnels aussi, qui puissent faire partie de l'avancement, de l'évolution positive de notre direction. On a 3 grands leviers pour soutenir la recherche et l'innovation dans nos ressources humaines. Nous, on travaille beaucoup à développer des partenariats internes et externes avec des universités. Donc, on a des partenariats avec l'Université de Montréal, on a des partenariats avec l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM. Donc, on essaie vraiment d'avoir plusieurs partenaires avec nous, qu'on appelle un peu nos sages. Puis, c'est des chercheurs qui sont vraiment comme spécialisés, bien pas spécialisés, mais qui sont reconnus, réputés sur nos axes distinctifs, puis ils nous influencent dans nos pratiques, puis dans notre cueillette d'informations. Ensuite, on veut vraiment favoriser, dans le fond, le développement de nos professionnels. On a plusieurs doctorants, mais on a aussi des gens qui sont hautement qualifiés dans notre direction. Puis on sait que c'est attractif quand même de leur laisser la latitude de se développer, de rayonner, d'avoir un dossier de publication, de faire des conférences, de faire de la formation. Donc, nous, on s'est dit à travers nos initiatives, on veut pouvoir les laisser rayonner aussi comme professionnels, chercheurs dans leur métier ou dans leur domaine d'affaires. Donc, c'est ce qu'on veut encourager. C'est dans nos ambitions là, pour la prochaine année. Notre comité de sage, dans le fond, c'est vraiment d'ancrer les collaborations qu'on a avec les différents milieux universitaires, mais aussi des milieux d'affaires pour s'assurer qu'on est aligné. Là. Fait que c'est comme nos 3 grands leviers qu'on se donne. Les objectifs, les opportunités, je peux aller vite. Là, au niveau des partenariats de recherche, notre attente là, ou notre besoin, c'est vraiment de faire obtenir des données probantes, les meilleures pratiques, les dernières recherches qui ont été faites, les dernières tendances en matière de recherche aussi pour s'assurer qu'on reste en avant de la parade. On veut pouvoir avoir une rétroaction ou évaluer nos pratiques. Comme je le disais tantôt, tout va vite. On a beaucoup de choses en même temps, beaucoup de changements. L'évaluation, la culture de la mesure, la culture de l'évaluation, il faut l'intégrer un peu plus. Ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a implanté correctement? Est-ce que ça a donné les retombées attendues? Si ça n'a pas donné les retombées attendues, ce n'est pas grave, mais comment on s'ajuste? Donc, ça doit faire partie de notre culture un peu plus, le débriefing, la rétroaction, l'évaluation, pour s'assurer qu'on reste vraiment dans les meilleures pratiques. Pas juste implanter, arriver avec quelque chose, mais que ce qu'on fait, bien, ça a donné ce qu'on voulait. Puis sinon, on corrige ou on ajuste le tir. Donc, les partenariats vont nous aider avec ça. Aussi, on veut vraiment légitimer justement nos professionnels à l'interne qui sont formés, qui sont hautement qualifiés, qui peuvent nous amener dans les meilleures pratiques. T'sais, là, on est chanceux, on a plusieurs doctorants, fraîchement sortis de l'université, sont à jour dans les données probantes, mais on veut pouvoir le cultiver encore un peu plus puis aller plus loin. On veut aussi miser sur un transfert de connaissances théoriques vers le pratique. Hein. Donc, on est à se mettre à réfléchir à nos moyens de faire du co-développement professionnel avec nos ressources humaines pour faciliter ce transfert de connaissances-là. En ce moment, on n'a pas de mécanisme qui existe.
pour dire ce qu'on apprend de la recherche, on est capable de le transférer à nos professionnels. On assiste à des conférences, à des formations, puis là, on se partage en rencontre, grosso modo, ce qu'on a retenu comme message, mais de l'ancrage, d'apprentissage, on n'en a pas tant. Fait que nous, dans nos prochaines étapes, c'est vraiment ce qu'on veut vouloir mettre en place là, pour s'assurer qu'on optimise beaucoup l'information puis les connaissances. Ensuite, le troisième levier, ben, c'est ça qu'on en parlait, là, c'est nos sages. On veut être conseillés sur nos prochaines initiatives qu'on veut faire. On veut pouvoir être certain ou en tout cas avoir une meilleure idée que ce qu'on rentre dans le système, c'est vraiment probant. Puis ça va nous donner des retombées, puis comment on va l'évaluer. Donc, nos sages vont nous aider à orienter, dans le fond, nos différentes initiatives. Je te laisse aller avec les résultats. Oui, dernière section, au niveau vraiment de l'innovation RH, c'est quoi les retombées qui sont attendues? Mais comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est de joindre davantage la pratique au théorique, de pouvoir baser nos actions concrètes, nos initiatives à l'interne vraiment sur des données probantes pour assurer autant que possible un impact. Pouvoir nourrir nos bonnes pratiques RH en restant à l'affût du marché, en se faisant challenger par nos sages, puis en assurant justement le transfert de connaissances auprès de nos équipes RH aussi pour rester proche des bonnes pratiques puis des tendances du marché actuel. Par la suite, le troisième, c'est également d'offrir des opportunités de réseautage, donc d'avoir des partenaires avec qui on travaille de près. Ça nous permet justement d'avoir des opportunités de réseautage et de développer également nos équipes. Et finalement, au niveau de monitorer l'innovation, tout ce qui est indicateur également, dans la dernière année, on a des équipes qui ont travaillé très, très fort au niveau des ressources humaines pour mettre un tableau de bord à l'interne avec toutes nos données RH pour avoir accès en direct, là, veux pas, par exemple, à nos taux d'invalidité, etc. Mais on continue d'être en posture de développement également dans comment est-ce qu'on peut joindre davantage de données à ça sur lesquelles on va pouvoir agir. Par exemple, des données en termes de santé globale également qu'on aimerait joindre dans notre tableau de bord éventuellement. Donc, c'est ce qui couvre la totalité de ce qu'on vous dit. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, puis on est ouverte aux questions. Bien, merci beaucoup, Jacinthe et Anne-Valérie. C'est vraiment super intéressant. C'est très rare, on en discutait informellement entre nous avant votre conférence, qu'on a des discussions entre les milieux de l'éthique et le milieu des ressources humaines, mais pourtant, on dirait qu'on est préoccupé par les mêmes choses, mais c'est sûr, je ne veux pas poser de questions pour faire de commentaires tout de suite. Mais je vais inviter les gens qui sont en ligne à présenter leurs questions dans l'outil questions-réponses de Zoom, puis aussi les gens dans la salle qui sont ici. Si vous avez des questions, des commentaires pour les conférencières. Il y a une première question que je ne suis pas tout à fait certain de comprendre. Et que je vais présenter, la question, c'est comment on peut soutenir les projets en médecine? Donc, oui, peut-être, Mais je je peux y sais aller. pas si ça faisait référence au projet Santé globale pour les médecins qu'on a présenté Oui. tout à l'heure, mais c'est sûr que ça, c'est quand même quelque chose qui demeure embryonnaire. Donc, on a mis sur pied un comité de travail avec des chefs départementaux, donc de différentes spécialités en médecine là, pour mettre quelque chose sur pied. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est en développement actuellement. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas développer des outils pour eux et même s'inscrire dans leur parcours de développement professionnel. Donc, il y a des heures de formation comme n'importe quel autre professionnel qui doivent suivre sur des cycles annuels, donc un certain nombre d'heures. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller inscrire même des formations dans ce parcours-là qui seraient directement alignées avec nos pratiques organisationnelles ou même la santé globale? Donc, étant donné que c'est des heures de formation qui doivent accumuler de toute manière. Peut-être, je ne sais pas, nous, nos nouveaux médecins, là, on a comme une petite oui. adresse. Oui, également. Oui, bon, je pense que ça répond à la question, là. Oui. Mais on remarque également qu'il y a quand même aussi, on entend de plus en plus parler de tout ce qui est bien-être au travail. Des fois, on le voit particulièrement chez les nouvelles générations également, mais ça émane de plus en plus chez nos jeunes médecins également. Donc, comment on ne pourrait pas même venir les soutenir à leur intégration suivant leur graduation? Donc, on le voit souvent que c'est quelque chose qui vient difficile aussi au niveau de l'organisation du travail. Donc, des jeunes médecins qui arrivent au niveau de leur capacité également. Donc, s'assurer de voir
assez de patients, mais aussi de se garder du temps pour leur note de dossier, donc la capacité au niveau de l'organisation du travail puis à gérer leur horaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en réflexion de comment on ne pourrait pas venir les soutenir là, quand ils viennent s'intégrer chez nous. Plus on va avoir d'ambassadeurs, comme quand on a commencé Santé globale puis que les gens ne croyaient pas tant ou c'était difficile. Puis on a d'ambassadeurs et de gens qui pensent, qui en parlent positivement puis qui veulent contribuer. C'est sûr que nous, c'est des leviers supplémentaires à chaque fois. Fait que là, on est comme à l'étape de justement aller chercher ces ambassadeurs-là, les sensibiliser, puis les mettre en lumière pour encourager les comportements positifs qu'on veut vouloir aussi intégrer dans le système, là. Fait que c'est comme ça qu'on s'y prend habituellement, là. Donc, je vous avais peut-être manqué, mais il y avait plusieurs applaudissements et Ah. félicitations qui étaient partagés, puis d'autres encore en ligne. Donc, je pense que c'est un travail que les gens, je pense, en ligne reconnaissent aussi, puis voient comme étant vraiment innovant, intéressant et Pertinent. donc, pertinent, absolument. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Oui, peut-être Bénédicte, ensuite Caroline. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Puis ça fait du bien d'entendre justement ce genre d'initiative-là dans le réseau de la santé, qu'on sait de notre perspective de personnes qui ne travaillent pas là, mais qu'on peut le voir dans les médias, qui est très fragile. J'avais une question. Dans le fond, je comprends que votre présentation portait principalement sur les gestionnaires. Je me demandais pour les cliniciens sur le terrain, notamment comme les personnes vraiment sur les unités de soins qui ne font pas vraiment de travail de bureau, est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place vraiment ciblées pour ces personnes-là? Oui, bien, on a plusieurs formes de soutien aussi pour eux, mais notamment, il y a eu un programme de veilleurs ou de parents aidants qui a été qui est descendu directement du ministère. Puis par la suite, chaque établissement pouvait donner sa propre couleur. Chez nous, c'est devenu des ambassadeurs santé. Et ça, il y a beaucoup justement de personnel clinique là, très planché, si on peut dire, qui participent à cette initiative-là. Donc, en fait, c'est de vraiment former des ressources puis de faire des petits, si on veut dire, là, dans les équipes. Donc, c'est des gens du personnel syndiqué, du personnel clinique qui viennent chercher de la formation, donc en premier, soins, secours psychologiques, pour eux-mêmes, mais également pour leurs collègues. Puis par la suite, on a même des communautés de pratique à chaque mois qui est sur une thématique spécifique, qui sont des moments, par exemple, sur l'heure du dîner, où est-ce qu'ils peuvent venir échanger sur des bonnes pratiques. Puis ces personnes-là nous servent de vecteurs dans les équipes, donc que ce soit pour partager des ressources, des références. Donc ces personnes-là, on ne veut pas qu'ils agissent comme thérapeutes dans l'équipe, mais c'est davantage une ressource pour faire vivre les bonnes pratiques. Des fois, dans les rencontres d'équipe également, on leur offre 5-10 minutes là, de moments santé globale où est-ce qu'eux vont partager des bonnes pratiques, des nouveaux outils qu'ils ont vus également. Donc, il y a ça. Puis, on a également des ressources à l'interne qui viennent offrir du soutien individualisé et même de groupe pour les employés également, que ce soit au niveau clinique ou plus administratif. Donc, on a une équipe là, qui est composée d'une infirmière et d'une kinésiologue, donc qui, eux, offrent du soutien très terrain pour des gens qui pourraient avoir besoin de soutien, par exemple, en lien avec leurs saines habitudes de vie, le sommeil, l'équilibre au travail. Donc, cette équipe-là se déplace sur nos différents sites. Donc, nous, dans le site de la Montérégie-Est, on a 3 hôpitaux, plusieurs centres d'hébergement également, que ce soit au niveau des personnes âgées, mais également au niveau jeunesse. Donc, elles se déplacent, là, nos 2 ressources, et ils peuvent aller rencontrer les équipes sur le plancher un peu partout. Puis j'ajouterais à ça que maintenant, nous, nos conférences, par exemple, on a donné une conférence vacances pour lancer notre code vacances. On invite les gestionnaires et les employés, c'est ouvert à tous, et leurs familles. Nous, on invite vraiment nos employés à assister à ces conférences-là avec leurs conjoints, conjointes, leurs enfants, pour qu'ils puissent profiter et avoir les échanges. Tu sais, des fois, il y a des discussions de vacances. T'aimes-tu encore ta job? Tu veux vraiment rester là? Fait qu'on invite les conjoints, conjointes, là, familles dans les conférences qu'on veut donner justement parce que pour nous, ils font partie de l'environnement de nos employés. Fait que là, on a beaucoup de mesures qui sont pour nos gestionnaires, pour nos employés et leurs proches, dont les conférences là, qu'on ouvre à tous de sensibilisation. Donc, on a une main levée. France Malenfant, est-ce qu'on peut vous donner la parole pour présenter votre question? Vous pouvez y aller. Je pense qu'il suffit d'ouvrir le micro. Sinon, on a une autre question dans la salle. Donc, Caroline. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, vous avez mentionné un petit peu que l'initiative initialement a été rencontrée avec du scepticisme de la part de certains. Je me demandais si vous pouviez en dire un peu plus sur comment vous avez abordé ce scepticisme-là ou peut-être comment vous avez composé avec ça. Je l'ai adressé clairement.
Dans le fond, faut avoir beaucoup de courage hein, dans l'organisation pour faire ce virage-là. Moi, je ne me suis pas gênée pour le nommer, l'ouvrir directement que c'était sceptique. Hein. Même au niveau des dirigeants, quand il y avait des écarts avec, exemple, des rencontres qui étaient sur l'heure du dîner, on ouvrait des forums des gestionnaires. On a des forums en virtuel avec tous nos gestionnaires. Puis moi, j'avais un point santé globale où je disais il y a des écarts de comportement. Il est temps qu'on prenne du recul. On n'est plus dans les bonnes pratiques. Fait que c'était adressé ouvertement. Puis quand j'allais dans les rencontres d'équipe au niveau des comités de gestion, entre autres, là, je me gênais pas pour le dire, tirez pas sur le messager. On est ici pour avoir du plaisir ensemble puis se ramener sur l'essentiel, prendre soin de l'humain parce qu'on prend soin des humains. Donc, puis à force d'avoir des petits quick wins très concrets pour eux, d'être vraiment à leur portée, à leur écoute, on a renversé la vapeur quand même assez rapidement, je dirais. Là, ça n'a pas pris 1 an là, pour que le virage scepticisme se fasse. Mais dès le départ, il a fallu l'adresser avec courage. On a un travail quand on a un poste comme ça. J'étais la première dans le réseau à avoir un poste comme ça. Le travail était de briser le plancher de verre, puis après ça, d'avancer. Fait que l'attente était quand même là, puis j'avais été légitimée quand même au niveau des dirigeants de continuer d'avancer en brisant un peu le plancher pour qu'on nomme les vraies choses, qu'on ait des discussions courageuses sur justement le temps qui est travaillé, la charge de travail, les pratiques des gestionnaires, que mon boss m'appelle le soir puis personne ne sait, puis ça me dérange. Fait que d'ouvrir les discussions, il faut l'assumer pleinement pour avoir le courage de le nommer. Fait que je me suis entourée de courageux, courageuses. C'est génial. Puis, je pense que ça nous a fait beaucoup réfléchir. Puis, on va clore la période d'échange, mais je tenais à mentionner peut-être des thèmes aussi que, tu sais, pour les gens qui veulent continuer la réflexion sur les liens entre les ressources humaines et l'éthique dans le développement d'une culture positive dans le milieu de la santé. Je trouve intéressant qu'on pense beaucoup la santé pour les autres dans le milieu du réseau de la santé, mais aussi la santé des travailleurs, c'est vraiment important. C'est sûr que le système de santé, c'est un système qui est orienté vers les autres, c'est un système d'altruisme, de solidarité, mais en même temps, il ne faut pas oublier nos gens à l'intérieur. Aussi penser, je pense qu'on y a fait allusion dans la discussion, tous les messages politiques à l'extérieur, dans la société, qu'on veut plus, on aimerait tellement avoir plus. De nos côtés, il y a des limites de ressources, y compris des ressources humaines. Donc, comment on arrive à négocier les choix politiques, puis de garder des milieux dans le réseau qui sont en sorte d'homéostasie, qui sont en équilibre et qui permettent aux gens de bien vivre aussi comme travailleurs de la santé. Toute la question des jeunes générations aussi qui s'en viennent avec des valeurs différentes, je pense, des priorités qui sont un peu différentes. Comment on intègre ça dans les ressources humaines, comment on développe des formes de ressources humaines et d'éthique qui intègrent la perspective des jeunes professionnels de la santé et autres. En tout cas, plein de questions qui, moi, me venaient, plein de thèmes. Je pense que ça ouvre plein de réflexions pour nous, plein de collaborations possibles aussi. Donc, je tiens vraiment à vous remercier non seulement d'être venu en personne présenter votre travail, mais juste tout simplement vous féliciter pour votre travail. Je pense que c'est vraiment important. On sous-estime comment c'est quand même tout un travail de faire changer les choses au sein du système de santé. Donc, il faut quand même reconnaître l'ampleur de votre travail, puis y compris de votre conférence, mais de votre travail au quotidien aussi. Donc, un grand merci à vous. Puis, j'en profite pour annoncer la prochaine conférence qui est au mois de juin, 20 juin, midi. Et on accueille une conférencière en mode virtuel, Zena Sharman, qui est de la Colombie-Britannique et qui va nous parler des pratiques de soins de santé et la perspective d'une personne de la communauté LGBTQ+, pour développer des milieux qui sont équitables et justes. Donc, le titre exact, LGBTQ+ Healthcare Praxis, Building More Equitable and Just Futures Today. Donc, Zena est une écrivaine, porte-parole, stratégiste LGBTQ+, et aussi, comme on dit, militante ou porte-parole. Donc, on vous invite 20 juin à midi. Et encore une fois, merci à nos conférencières d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour Merci. l'invitation. Merci.